Sous le ciel de Paris. Une nouvelle écrite par Sandra Demi-Tenard. Le temps d'une histoire. Un podcast de contes, nouvelles et autres récits. Entre les cliquetis de vaisselle, les rires et les cris du chef, le brouhaha des conversations, entre l'odeur du café et du bœuf bourguignon, elle est là, assise, bien droite, la tête haute, le regard à l'affût. Au moindre tintement de la porte, sa tête pivote pour contrôler le ou la responsable de la mélodie. Telle une chouette, elle vérifie. On constate dès le premier regard qu'elle est passée chez le coiffeur. Sa coiffure paraît trop figée, comme si une épaisse couche de laque empêchait le moindre cheveu de s'échapper. Ses mains, méticuleusement manucurées, sont posées sur ses cuisses. Elle attend. En l'observant attentivement, à certains moments, on peut ressentir une impatience, légère, délicate, qui se témoigne par un léger frottement de doigts. L'auriculaire vérifie la présence de ses congénères. Comme chaque samedi, elle porte une robe fleurie blanche et bleue. Les grosses fleurs du tissu donnent un peu de contenance à cette femme fluette. Sur ses épaules, un cardigan bleu marine. À ses pieds, des escarpins vernis de bonne facture. On le constate directement. Elle attend quelqu'un. Pas n'importe qui, vu le soin qu'elle porte à sa tenue et à son allure. Ce doit être quelqu'un d'important. Elle est là depuis que je travaille dans ce resto. Tous les samedis, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, elle est là. Toujours. Pareillement vêtue. Comme chaque fois, elle prend le plat du jour. Au moins, c'est une surprise. Et comme ça, je ne dois pas choisir. Parce que choisir, c'est renoncer. Son regard, d'habitude si doux, se durcit à la prononciation de ces quelques mots. La seule chose qu'elle choisit, c'est le vin. Parce que, pour cela, on peut se permettre d'être exigeant, me dit-elle. Lorsqu'elle a terminé son dessert, elle me demande un pousse-café, une liqueur, quelque chose de doux qui fait descendre plus facilement le copieux repas. C'est comme si celui-ci lui permettait de marquer une pause, de ralentir la course du temps, de se donner un délai supplémentaire. Quand je m'approche de sa table pour débarrasser, j'ai le sentiment qu'elle s'agripperait volontiers à la nappe, qu'elle planterait ses ongles dans le tissu, dans le bois, pour figer l'instant. Mon approche signifie que cette parenthèse qu'elle s'accorde se referme, qu'elle devra prendre le chemin du retour, mais surtout que celui ou celle qu'elle attend n'est pas venu. Avec le temps, Marie et moi avons sympathisé. Ouais, sympathiser est un grand mot, car je ne connais toujours pas la raison de sa fréquence dans notre établissement. Mais nous échangeons régulièrement des petits regards amusés quand Gaston, le sommelier, est à 2 doigts de renverser le contenu de la bouteille alors qu'il se débat avec son tire-bouchon. Ou encore, lorsqu'elle veut me complimenter sur ma silhouette ou sur ma nouvelle coupe de cheveux. À chacune de ses visites, elle porte cette robe, ses escarpins et ce cardigan. Ses cheveux ont perdu de leur éclat. Mais son regard reste très vif. Ses grands yeux bleus pétillent toujours autant malgré le temps qui passe. J'ai constaté que Marie se poudre plus abondamment les joues, sur lesquelles je peux deviner un léger duvet. Aura-t-elle une moins bonne vue ou une main plus lourde ? Les deux peut-être. En tout cas, elle sent bon la poudre de riz. Cette odeur si particulière des femmes d'un certain âge. Sur ses lèvres fines, une couche de rouge à lèvres au coloris rose tendre. Il faudrait qu'elle se remplume, la Marie.
Ses épaules sont saillantes et son équilibre un peu plus instable à chacune de ses visites. Aujourd'hui, je la sens plus fragile. Son regard a perdu un peu de son éclat. Sa marche est moins assurée. J'espère qu'elle ne couvre pas quelque chose. Je la sens moins attentive. Sa tête ne se relève plus comme avant, à chaque bruit de porte. Elle lève doucement la tête, jette un regard furtif vers l'entrée, et sitôt fait, sa tête reprend sa place initiale. J'ai cru qu'elle allait refuser le pouce-café que je lui déposais sur la table. J'ai cru qu'elle ne reviendrait plus samedi prochain. Elle m'a envoyé un regard là qui m'a fendu le cœur. Un regard qui fait trembler toutes vos certitudes. Un regard qui a fait trembler toutes mes certitudes. La salle étant calme, je décide de m'asseoir à ses côtés. Je recule la chaise située en face de la sienne, je frotte mes mains sur mon tablier pour éviter de salir la nappe d'une blancheur virginale, et je m'assieds. La surprise se lit sur son visage. Je vois bien qu'elle est étonnée que je délaisse mon travail pour passer un peu de temps à ses côtés. Elle appréhende que le patron ne me réprimande. Je la regarde, et je lui dis alors que si elle ne vient pas samedi prochain, je ne pourrai installer aucun autre client à sa table, que ce serait alors à mon tour de l'attendre, que je serais capable de traverser toute la ville pour venir l'installer moi-même à notre table. Plutôt, à sa table. Que depuis qu'elle est cliente chez nous, à chaque tintement de porte, je ne peux m'empêcher de guetter son regard. Que si elle n'est pas là samedi prochain, je devrais rendre mon tablier. Qu'un samedi sans elle n'est pas un samedi. Que j'attends le samedi avec impatience, parce qu'elle est mon rendez-vous à moi. Alors que je termine de parler, elle plonge ses grands yeux bleus dans les miens. Ses yeux brillent. Elle cligne des paupières et une larme se forme. Ronde, belle, translucide. Lorsqu'elle redresse la tête, celle-ci roule sur sa joue pour finir en grand plongeon sur la nappe. Sur sa joue, on peut suivre le trajet de cette larme. Et sur la nappe, on remarque l'endroit de l'impact. Elle me sourit, d'un sourire franc, profond. Un de ces sourires qui vous réchauffe le cœur. Elle me regarde, et dans un soupir à peine audible, me dit « Merci ». Je vois bien qu'elle hésite, qu'elle réfléchit, qu'elle se questionne. Je soutiens son regard pour lui faire comprendre que je suis là, à son écoute, qu'elle peut me faire confiance. Elle sort de son sac à main un délicat mouchoir blanc, s'éponge avec grâce les joues et les yeux, prend une grande respiration afin de retrouver une certaine contenance. Rien que cette grande inspiration me fait revoir la Marie du début, celle de mes débuts. Je sens la confiance revenir en elle. La confiance ou le courage, je ne sais pas. Elle range son mouchoir dans son sac, pose ses mains délicates sur la table. Elle regarde ses mains longuement. Puis, ses yeux plongent à nouveau dans les miens. Elle me sourit. Mais je sens malgré tout que l'heure est grave. Sa voix prend un ton solennel et elle me raconte toute son histoire. Si Marie vient tellement souvent chez nous, de manière si régulière, c'est parce qu'elle attend Maurice. Maurice, son premier amour. Maurice était le fils du cordonnier. Ils s'étaient rencontrés à l'académie de musique. Il apprenait l'accordéon, elle le piano. Dès leur première rencontre, ce fut le coup de foudre. Malheureusement, aux yeux de ses parents, un fils de cordonnier n'était pas assez bien. Ils envisageaient de marier leur fille à un fils de médecin ou d'avocat.
Notre taverne était, à l'époque, devenue leur repère. Ils s'y retrouvaient tous les samedis midi après les cours de musique. Ils dévoraient le plat du jour tout en se dévorant du regard. Ils prenaient soin chaque fois de choisir méticuleusement le vin. Ils aimaient faire des découvertes. C'est grâce à Maurice que Marie aime le vin. Il lui a fait découvrir toutes les subtilités de ce breuvage. Pendant plusieurs mois, ils avaient leur rendez-vous. Jusqu'au jour où le père de Marie les surprit. C'en était fini du piano et de Maurice. 5 mois plus tard, Marie épousa le fils du docteur. Elle ne croisa plus Maurice. Elle apprit par son père qu'il s'était engagé à l'armée. Souvent dans ses prières, elle pensait à Maurice, demandant au Seigneur qu'il le préserve. Le mariage de Marie avec Georges, le fils du docteur, ne fut pas un mariage fertile. Son mari, bien que fils de médecin, avait une santé fragile et celui-ci mourut à l'âge de 40 ans, d'une vilaine pneumonie. Marie respecta la période de deuil, puis elle reprit le chemin de notre taverne. Pendant un temps, après le décès de Georges, elle n'osa pas imaginer tout cela. Elle ne voulait pas que les langues se délient, que les gens la considèrent comme une mauvaise épouse. Elle ne voulait pas non plus désobéir à ses parents. Mais un soir, alors qu'elle était seule chez elle à attendre que le temps passe, elle entendit à la radio « Sous le ciel de Paris » d'Yvette Horner. Et là, tous les souvenirs de Maurice lui sont violemment revenus. C'était un morceau que Maurice lui jouait très souvent à l'accordéon. Ce morceau-là parce que il lui avait toujours dit qu'il l'emmènerait dans la ville des amoureux, qu'ils se promèneraient main dans la main dans les rues de Paris, qu'ils escaladeraient ensemble toutes les marches de Montmartre, parce que, paraît-il, la vue y est magnifique. Cette mélodie ébranla la forteresse qu'elle s'était construite. D'abord, une légère fissure, ensuite, un éboulement intérieur. Ce soir-là, Marie pleura. Elle pleura comme jamais elle n'avait pleuré. Des larmes ne lui avaient jamais fait autant de bien que celle-là. Elle n'avait qu'une seule envie, retrouver Maurice, s'excuser d'avoir été si soumise à ses parents. Elle voulait lui dire qu'il avait été son seul et unique amour. Elle décida alors qu'elle avait assez longtemps obéi à ses parents, assez porté le deuil de Georges qu'elle n'avait par ailleurs jamais vraiment aimé. Ce soir-là, elle se dit que c'en était fini de vouloir plaire aux autres, qu'il était temps qu'elle pense à elle et à ce qui lui ferait vraiment plaisir. Elle alla dans sa chambre, ouvrit sa penderie, glissa les cintres sur la tringle, elle sortit une housse cachée au fond de l'armoire et la coucha sur le lit. D'une main tremblante, elle ouvrit la fermeture éclair et doucement, un tissu bleu à motifs floraux fut découvert. Marie, émue en regardant l'étoffe, sourit timidement, se remémorant les derniers instants où elle avait porté cette robe. C'est comme cela qu'un samedi d'été, elle reprit la route de la taverne, vêtue de sa robe bleue, la couleur préférée de Maurice. C'est depuis ce jour-là que Marie devint ma cliente régulière. Un samedi d'automne, Marie est assise à sa place, sa table. C'est un samedi d'automne classique. Le ciel est bleu et le fond de l'air est frais. Les rayons de soleil ravivent les couleurs que la pluie de la matinée avait diluées. Sur les trottoirs, des feuilles mortes dansent, soufflées par le vent. Les passants sont emmitouflés dans leurs manteaux, tenant chapeau d'une main et pan de veste de l'autre. Malgré que le soleil soit là, on sent que l'hiver n'est pas loin. Quand elle est arrivée, j'ai bien vu que ce n'était pas la grande forme, qu'elle était fatiguée de tous ses rendez-vous ratés, bien qu'elle se console d'avoir maintenant rendez-vous avec moi. Tout au long du service,
Mon regard bienveillant essaye de lui dire que son attente n'est pas vaine. Depuis le fameux samedi où elle me raconta son histoire, nous sommes devenus bien plus complices. J'ai d'ailleurs droit à un bisou à son arrivée et à son départ. Aujourd'hui, je sens qu'elle a besoin d'assurance. J'ai foi pour elle, même si la sienne s'évapore lentement. Il est 14h12. Alors que Marie déguste son pousse-café en regardant par la fenêtre, la porte de la taverne tinte. Je lève la tête, regarde en direction de la porte, et là, je le vois. Maurice, il est là. Je suis sûre que c'est lui. Je reconnais ses yeux rieurs dont Marie m'a parlé. Je devine la carrure large des années passées. Je peux ressentir depuis l'arrière du comptoir l'odeur épicée de son eau de toilette. Je peux deviner la douceur de ses étreintes. Oh, je suis sûre que c'est lui. Mes yeux ne se détachent pas de lui. Et pourtant, je n'ai qu'une seule envie, guetter la réaction de Marie. Je vois que Maurice scrute la salle du regard qui rapidement s'arrête à la table. La table de Marie, leur table, celle de tous leurs rendez-vous. Il s'approche, traverse à pas feutrés la salle. Alors qu'il n'est plus qu'à quelques mètres, Marie tourne la tête. Et là, la plus belle image que j'ai eu la chance d'apercevoir. Elle le voit. Lui, son Maurice. Elle le reconnaît immédiatement. Elle sourit, se lève, tend les mains vers lui. Il les saisit délicatement. Tous deux s'asseyent, sans un mot. Leurs yeux sont comme aimantés. Ils se regardent, ils s'observent, ils se scrutent, s'étudient. Marie a les joues rosies par l'émotion. Ses yeux brillent comme ils n'ont jamais brillé. Et c'est à cet instant précis qu'à la radio passe « Sous le ciel de Paris ». Ce samedi-là, Marie but 2 pouces café.